Monsieur Delors, Monsieur le Président, bienvenue à Bruxelles, la capitale européenne qui vous aime tant. Et je pense aux députés européens qui vous ont si longtemps applaudi le mois d'octobre lors de votre précédent passage. C'est assez surprenant et personnellement je trouve que personne n'a eu droit à de telles ovations. Pourtant ils l'ont fait pour votre œuvre, mais aussi parce que vous avez été très critique envers l'Allemagne. La crise touche l'Europe d'une façon très forte et vous avez interrogé l'Allemagne si elle reste fidèle aux valeurs européennes. Que se passe-t-il en Europe? Quelle est votre analyse? Il me semble que le climat n'est pas très bon pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité de tel ou tel dirigeant européen. D'une part, la globalisation sème la crainte, voire l'effroi chez les citoyens. Il y a une tension entre le global et le local. Et quand il y a une tension de ce type, les gens qui sont dans le local cherchent à trouver des appartenances, des références, à quoi s'accrocher. Alors ça peut être la commune, ça peut être le Land en Allemagne, ça peut être l'État national, mais enfin tout ça glisse quand même vers un peu plus de nationalisme. Je pense que c'est... Et le second élément, c'est que comme ces sociétés sont très compliquées, mais comme en même temps les médias ont pris une importance considérable, essaient de tout simplifier, sont le quatrième pouvoir, il s'est creusé un écart inquiétant entre ce qu'on appelle les élites, je dirais ceux qui ont un pouvoir, parce que le mot élite est un peu péjoratif, et les gens de la base. Et ce deuxième point rend plus difficile d'expliquer pourquoi l'Europe, mais en plus il engendre du populisme et des remarques d'extrême gauche ou d'extrême droite dans tous nos pays. Donc ce climat-là n'est pas favorable, d'une part au rapprochement des points de vue entre les États européens et d'autre part à créer un sentiment chez les citoyens d'appartenir, en plus de leur nation, qui reste essentielle, à cette ambition globale, à ce navire en commun qui est l'Europe. Ça, je pense que ce sont les deux raisons essentielles. Elles peuvent se décliner de façon différente selon les pays. Et l'autre jour, puisqu'il s'agissait de l'anniversaire de la nouvelle constitution allemande, et que l'Allemagne était donc au premier rang, j'ai posé la question aux Allemands, mais j'aurais pu très bien aussi la soulever devant les Hollandais, les Belges, les Français, les Italiens ou les Espagnols. Donc il n'y avait pas il ne fallait pas interpréter mes propos comme un relan de cette vague anti-allemande ou méfiante vis-à-vis de l'Allemagne qu'on voit dans les autres pays parce que leur économie va mieux que celle des autres pays, parce qu'ils exercent quand même une influence considérable sur les questions économiques et monétaires, comme on le voit dans la préparation des modifications de l'Union économique et monétaire. Donc j'ai profité de cette occasion, sans démagogie. Je ne l'aurais pas fait en France. Parce qu'en France, aussitôt, cela aurait montré un soutien à ceux qui critiquent l'Allemagne à tort et à travers. Mais là, c'était mon rôle de leur dire, alors, après cette chute du mur, cette nouvelle constitution, chers amis allemands, comment voyez-vous votre avenir, le vôtre et avec vos voisins? Mais derrière tout ça, il y a l'euro. Vous êtes le père de l'euro, comme Tommaso Padoa Schioppa. Un des pères de l'euro. Un des pères de l'euro, comme Tommaso Padoa Schioppa. Voilà un euro qui a 10 ans. Il a voyagé, oui. Il a pris des coups, mais il est en bonne forme. Oui. Pourquoi est-ce que vous, les pères de l'Europe, n'avez-vous pas créé cette Europe économique pour éviter le genre de problème qu'on a maintenant? J'ai fait l'impossible, moi. Facile de me justifier. D'une part, si vous reprenez le rapport du comité de l'or, enfin, du comité sur l'Union économique et monétaire, comité créé par le Conseil européen à Hanovre en 88, qui a travaillé pendant 1 an et qui a fait un rapport.
lequel a servi de base à la réflexion des gouvernements, la partie économique était plus importante que la partie monétaire. Mais elle n'a pas été écoutée. Par conséquent, et lorsqu'on a préparé le traité de Maastricht, c'est en vain que j'ai rappelé ce nécessaire équilibre entre les deux jambes, si je puis m'exprimer ainsi, la jambe monétaire et la jambe économique. La jambe monétaire a prospéré, elle a fonctionné dans de bonnes conditions, mais la jambe économique est restée inerte, si je puis dire. J'ai recommencé en 1997. Je n'étais plus à la Commission, j'étais militant européen, je dirigeais un petit think tank, notre Europe. J'ai envoyé aux dirigeants français, puisqu'il était question d'un pacte de stabilité qui correspondait aussi à la partie monétaire, grosso modo, j'ai proposé un pacte de coordination des politiques économiques. Personne ne l'a défendu. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Car si, réfléchissez, je dis comme préalable que les résultats pendant 10 ans, de 1999 à 2008, de l'euro ont été relativement satisfaisants. 2,1% de taux de croissance, 14 millions d'emplois de créés, un taux de productivité en moyenne égal à celui des Américains. Cela a bien marché. Mais s'il y avait une coordination des politiques économiques, dès 2003-2004, on aurait dit à la France et à l'Allemagne qu'ils devaient respecter les règles. Il faut se rappeler cet incident assez révélateur. Et ensuite, on aurait dit aux Espagnols, aux Irlandais, votre endettement privé va nous mettre en l'air. Et pourquoi ça va nous mettre en l'air, s'ils avaient posé la question? Parce qu'avoir une monnaie commune, c'est aussi simple que ça, c'est à la fois des droits et des devoirs. On a oublié les devoirs. Alors l'euro a protégé, même de nos bêtises. Et voilà. Mais si on vous regrette, on regrette aussi Helmut Kohl, François Mitterrand, c'était une très belle entente entre ces personnes. Oui, je pense que nous avons changé de génération, n'est-ce pas? Il faut... Moi, je suis un grand partisan de renouer un dialogue à tous les échelons entre les Allemands et les Français, c'est essentiel. Ça reste à faire. Je pense que les jeunes générations devraient s'en charger, mais moi je suis prêt à mettre la main à la pâte. Mais les circonstances ont changé, mais on ne peut pas simplement isoler Mitterrand et Kohl. On peut parler de Giscard d'Estaing et Schmitt, on peut parler de Gaulle et d'Adenauer. Tous ont marqué l'histoire de l'Europe parce qu'à un moment donné, ils ont dépassé leur vue a priori contre l'autre, leurs intérêts les plus proches, pour une vision de l'Europe. Et c'est ça qui a fait la grandeur de cette période. Mais depuis que Mitterrand et Kohl ne sont plus là, alors chacun a repris son rôle et dans le fond, leurs successeurs, Chirac et Schröder, n'étaient d'accord que pour dire nein ou non, notamment pour le budget ou autre. Donc rien n'était possible. C'était une alliance superficielle, comme est superficielle, me semble-t-il, celle entre Mme Merkel et M. Sarkozy. Bref, le cœur n'y est plus. Le cœur est la vision. Et il faut reconstituer ça. Pas seulement parce que la France et l'Allemagne doivent dominer l'Europe, certainement pas, mais parce que cette relation franco-allemande est un des arbres de vie de l'Europe. Avec un petit sourire, vous avez dit la nouvelle génération, eh bien, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait un socialiste chancelier en Allemagne et un socialiste président en France. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Sans doute qu'ils auront des visions un peu différentes sur le management économique et financier de l'Europe et de ce que l'on peut faire au niveau mondial. Mais l'essentiel, c'est important. Mais l'essentiel, c'est avant tout que les Français et les Allemands se comprennent, acceptent leurs personnalités différentes et arrivent à les additionner pour le meilleur. Ce qui implique davantage de pratique des deux langues des deux côtés de la frontière, ce qui implique plus de jumelage entre les écoles, les universités, les communes, les régions.
et ce qui implique un langage franc, on met les choses sur la table, et on ne demande pas à l'autre d'être comme vous. Ah, c'est possible, dit l'un, si vous êtes comme moi, dit-il à l'autre. Non, nous sommes différents, mais dans ces différences, qui sont aussi la richesse de l'Europe, car l'Europe c'est l'union dans la diversité, on accepte de les surmonter, de les intégrer pour un bien meilleur. Et entre nous, Mme Merkel a beaucoup hésité sur l'euro, on ne peut pas dire hein. Eh bien, le jour où elle a compris que, quelle que soit la bonne santé relative de l'Allemagne économique actuellement, si l'euro disparaissait, ce serait aussi aux dépens de l'Allemagne. Elle l'a compris. Mais c'est un réflexe de crainte, de peur. Il faut maintenant des réflexes positifs. Et c'est simple. C'est quand on regarde le monde autour de soi, par exemple le rôle important joué par le Brésil dans les négociations commerciales, le développement de la Chine en Afrique et ailleurs, l'Inde et ses magnifiques travailleurs et ingénieurs et autres, la Russie qui poursuit sa politique, le BRIC qu'on appelle, Brésil, Russie, Inde, Chine. Si l'Europe continue comme ça, elle n'aura pas qu'un choix, le déclin. Alors, un déclin un peu doré au début, parce qu'on a un niveau de vie relativement élevé. Mais dans 25 ans, nous n'existerons plus dans le monde. Monsieur Felipe González, que vous connaissez bien, oui. On l'a dit dans son rapport. Oui. On lui a demandé de faire un rapport, Oui. on a mis le rapport au placard. Oui, oui, mais justement, si vous avez un détective, recherchez où est le rapport. Et le seul endroit où vous pouvez le trouver, c'est un placard, comme vous avez dit. Et il y a aussi l'Europe 2020, donc une stratégie ambitieuse, mais on dit que maintenant, on dit qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est aussi une question de précision. C'est un texte trop général. C'est un texte trop général. Il ne s'agit pas de... C'est comme le type qui fait une prière le matin et qui dit qu'il délivre les 25 bonnes intentions. Mais combien va-t-il en appliquer? Non, il faut des textes plus précis, plus concrets, plus en rapport. Et je vous dis, les deux tensions que je vous ai indiquées au début, entre le global et le local, entre les élites, entre guillemets, et le peuple, ces deux éléments-là sont des éléments politiques clés que nos hommes et femmes politiques sur lesquels ils doivent réfléchir, car il ne s'agit pas simplement de faire l'Europe, il s'agit de sauvegarder une démocratie pluraliste et une citoyenneté responsable. Monsieur Delors, une dernière question, car Euractiv a un réseau, donc j'ai reçu beaucoup de questions de nos partenaires dans 12 pays, mais vous connaissez bien la Belgique. Est-ce que la Belgique est une petite Europe? Donc est-ce que les problèmes que traverse la Belgique ressemblent aux problèmes de l'Europe? Non, on peut dire que les montées consécutives du populisme et du nationalisme sont en Belgique. Mais la difficulté de la Belgique, entre la Flandre et la Wallonie, remonte à beaucoup plus loin. Et remonte juste après la guerre. Ceci dit, mon grand-père était né à Torhout, en Flandre. Donc il n'y a pas un plus grand amoureux de l'unité belge que moi. Et l'autre jour, je suis ça tous les jours dans la politique, mais l'autre jour quand j'ai vu 35 000 Belges, je crois, applaudir leur équipe nationale avec tous le drapeau national, peu de drapeaux locaux, j'ai été encouragé. Et je me suis dit, si des hommes politiques belges sont responsables, ils doivent tenir compte de ça. Parce que la politique, c'est aussi le cœur, c'est l'émotion. C'est l'histoire. Merci, monsieur Delors. Et je vous rends votre pièce qui est trop solide pour le faire. Merci.